On a fait le tour du budget 2022-2023 et on a compris de manière générale que le budget de l'État 2022-2023 était globalement déficitaire. Ben oui, déficitaire parce que on a compris que les principaux secteurs sur lesquels on a mis une grande concentration budgétaire sont des secteurs, si vous voulez, de souveraineté, mais en réalité qui n'apportent pas grand-chose au niveau de la croissance de l'économie de manière générale. Cela veut dire que, en tout cas à notre lecture, il aurait fallu qu'on mette le focus sur les secteurs porteurs de l'économie, porteurs de croissance de l'économie de manière globale, donc les secteurs plus productifs que consommateurs. Cette situation de déficit budgétaire se produit lorsque on fait face à une évolution croissante des dépenses plus que de recettes. Alors, dans cette situation d'évolution sans cesse croissante de dépenses, on se retrouve inévitablement dans une situation, dans un état de déficit budgétaire. Alors, quand on est en face à cette situation, il y a plusieurs possibilités, plusieurs alternatives. Soit l'État se retrouve dans une situation d'endettement, même de surendettement si vous voulez. Sinon, l'endettement peut se faire au niveau interne comme au niveau externe. Mais là, lorsqu'on est en phase de surendettement, déjà, on est en quelque sorte en situation de crise de confiance de la part des partenaires. Parce que pour qu'on vous accorde un crédit, il faut que vous soyez crédible. Donc, dans cette situation-là, ça peut être un peu complexe parce qu'on est trop endetté. Alors, pour gérer rationnellement, et si vous voulez, durablement le déficit, il faut savoir prioriser. Il faut prioriser les bons domaines, si on peut le dire comme ça, ou les domaines qui sont, si vous voulez, porteurs de croissance de l'économie de manière générale. Mais aussi, il faut gérer rationnellement le peu qu'il y a. Donc, éviter le plus possible de gaspillage. Et ensuite, augmenter l'impact autant que possible. Le gaspillage dont il est question ici, non, c'est question de priorisation. Là, on a fait référence à la théorie d'Eisenhower qui a mis même en place, qui a développé une matrice des priorités. Alors, on peut justement gaspiller lorsqu'on a dépensé, c'est vrai, mais dans des domaines qui n'étaient pas jusque-là plus prioritaires par rapport aux autres. Donc, ils n'apportaient pas grand-chose à l'économie de manière générale, qui se limite uniquement dans la consommation. C'est de cette manière-là qu'on peut gérer d'une certaine façon le déficit budgétaire. Et puis, si on n'est pas dans cette logique de l'investissement, si vous voulez, de l'investissement dans des domaines plus porteurs, il faut tout au moins savoir ajuster le budget. Or, l'ajustement, c'est ça qui a été toujours problème. C'est le constat qu'on a fait et qu'on a eu toujours des problèmes d'ajustement au niveau du budget. Voilà. Alors, le recours à l'impôt, à l'imposition de manière générale de l'État, c'est l'une et même la grande alternative, si vous voulez, de l'État. Mais alors, là, le problème, c'est que il risque, il n'est pas à mesure de faire ce qu'on appelle une imposition raisonnable. Parce qu'une imposition raisonnable
tient compte de tous les acteurs. Il y a l'État qui a besoin des impôts, mais il y a aussi le contribuable qui a besoin de continuer à exister, à fonctionner, je vais dire, fiscalement. Alors, si vous voulez, c'était une bonne chose si, disons, ça devrait être fait dans ce sens. Mais le problème, c'est que, apparemment, on pense toujours que la meilleure manière de compenser le déficit est de faire recours aux impôts. Alors qu'on sait que par principe, trop d'impôts tue l'impôt. On a, disons, à travers l'exposé, on a vu qu'il y a plusieurs alternatives à cette situation problématique, notamment l'augmentation de l'assiette fiscale. C'est une meilleure des choses, ou alors tout simplement une imposition plus ou moins raisonnable. Faire recours à l'imposition, c'est une meilleure chose, mais il faut que ce soit une imposition raisonnable, donc qui tient compte de la situation réelle du pays, voilà, mais surtout de la situation des contribuables qui ont besoin de continuer à exister fiscalement de manière générale. Parce qu'après tout, on sait que si on fait trop recours à l'imposition, ou plutôt aux impôts, finalement, on risque de tuer l'impôt, comme on le dit. Oui, on a parlé des exonérations exagérées parce qu'on a vu que dans le budget 2023, on a passé de 18 milliards, je crois, à 80 milliards. Si en termes de pourcentage, c'est plus de 300%. C'est quand même trop. Bon, on a vu de manière globale il y a des raisons qui expliquent cela, cette augmentation, disons, exagérée. Mais le problème, le constat qu'on a vu à ce niveau, c'est que octroyer des exonérations, ça peut s'expliquer quand on est dans un contexte de développement comme ici chez nous, mais il manque un mécanisme de suivi et évaluation de ces exonérations. C'est ça qui nous manque trop, parce qu'il faut savoir, on avait prévu combien en termes d'exonération pour cette année. Bon, finalement, on se retrouve dans l'obligation de dépasser les exonérations. Pour quelles raisons? Est-ce que ces domaines qui exigent ou qui nécessitent les exonérations sont-ils vraiment des domaines prioritaires, porteurs de croissance, etc.? Oui, si on peut accepter les dépassements, voilà, jusqu'à quel plafond et quel est l'impact alors que ces projets, si vous voulez, vont produire au niveau de l'économie. Parce que c'est ça c'est sur cela qu'il faut insister de manière générale quand on parle des exonérations. S'il s'avère indispensable d'octroyer des exonérations, c'est bon, faisons-le, mais comment et quelle est la suite, quelle est la conséquence en fait au niveau de l'économie? Par exemple, en termes d'emplois qui sont créés, par exemple, en termes je parle des emplois directs, par exemple, en termes de croissance économique de manière générale. Voilà, c'est ça qui, en tout cas, à mon sens, c'est sur cela qu'il faut insister lorsqu'on parle des exonérations de manière générale. Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, nous sommes dans la dynamique de la vision du pays émergent 2040-2060. C'est une très bonne chose. Parce que faire la planification, ce qui le dit, Nelson Mandela disait qu'une vision sans action n'est qu'un rêve. Et une action sans vision, c'est du temps perdu en quelque sorte. D'accord? Donc, la vision est déjà là. Maintenant, il faut des actions vraiment concrètes. Des actions concrètes et à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce qu'atteindre cette vision demande beaucoup d'efforts. Tu vois, vous voyez, à l'état actuel des choses, on a besoin vraiment de mobiliser. On a besoin de mobiliser tous les efforts de tous les acteurs, de tous les acteurs internes, externes, etc., pour qu'on puisse atteindre cette vision. Parce qu'elle est là, elle est même ambitieuse. Moi, je l'ai lu, peut-être pas dans tous les détails, et j'aurai le temps, mais elle est très ambitieuse. Et ça demande énormément d'efforts,
de tous les acteurs, le changement de mentalité d'abord. Il faut également, ça c'est la première chose qu'il faut, changer la mentalité et adopter une culture de résultat. Une culture de résultat, elle nous manque trop dans notre pays. Donc adopter une culture de résultat et pour que finalement on puisse tous cheminer vers cette vision 20 du pays émergent 2040. Bon, ça c'est de manière globale, sinon chaque acteur, que ce soit l'État, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit nous autres les enseignants, chacun en tout cas a un rôle à jouer pour que, dans son domaine évidemment, de compétences, pour qu'on puisse évoluer vers la vision du Burundi émergent 2040 et développer 2060.